Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi je travaille. Je travaille en même temps, je penserai à vous rassembler tous les éléments. J'ai pris des notes parce qu'il faut redescendre. Vous savez, je vous avais promis de... Oh là là. Je vous ai promis de vous parler un peu parce que moi j'ai pas une vue d'ensemble complètement, je veux dire, exhaustive du maître zen chez nous on appelle le vénéré, hein. On n'appelle pas maître, hein, on appelle vénéré, Thich Nhat Hanh, un moine de la génération zen. Oui. Bah, j'ai pris des notes et tout ça, j'ai pris depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Où est-ce qu'il a été pour faire ses études, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde pour qu'on se souvienne de lui, quel est son enseignement, l'essence de son enseignement. Je suis en train de descendre tout ça et je vous invite à vous parfumer avec moi. Marley Hérode, c'est chez Parfum Star 770. Voilà. Ok. Lui non plus n'arrive pas à réconcilier deux comptes. C'est parce que... Oh. Oui. Attendez. 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 Je regarde ce qu'il me dit. Gna, 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 gna. Alors. Ok. Ok. Alors, il me dit quoi? Following up on our conversation attached, you will find the documentation that Amy found for two top cases we had in Germany in the past years. Ok, voilà. Ok, ça c'est ok. D'accord. Et ensuite, ici, il m'a mentionné sur un ticket. Je le laisse approuver. Hein. Oui, mais c'est quoi? En fait, je lui ai demandé des trucs et il mignon. Ok. Enfin, on verra. Demain, j'ai une réunion avec eux. À quelle heure j'ai la réunion, moi? C'est pour lancer un robot. Alors, réunion. Non, on est mercredi. Demain, c'est... J'en sais rien. Il a dit demain. Hein. Demain, c'est jeudi. Hein. Après, c'est vendredi. Vendredi, bah, il est là. Voilà. Lundi, c'est là. Je sais pas. Ça me dit rien du tout. Mais vraiment rien. C'est quand le nouvel an vietnamien? Alors, l'autre email, excusez-moi, je lis en même temps. I tried, but could not match the case from your file because there is some kind of rounding from a SOX perspective. This is problematic because we would be making assumptions to select the items to be written off. Attached is a file from AR Analytics where I match the payer's mark as yes. Could you please review the item to be reviewed? Tap and confirm whether all the lines listed here can be indeed reviewed. No, just knowing that this tab contains all the customer lines from your file that were flagged.
Alternatively, you could send another extraction from say thread without the rounding applied, and then we can use the same method to perform the cross check. Bon, on verra bien. On verra bien. Bah écoutez, on va se parfumer. Marley et Rhode, j'ai marqué. Alors, de quoi si... Il faut que j'arrête de lire les emails. Il faut que je me concentre sur mon boulot. Parce que lire les emails, c'est bien. Mais le boulot, lui, il attend pas. Il dit pas, non, mais tu as lu l'email, donc ça va, je peux me reporter un autre jour. Non, non, l'email est... Oui, bon, bref, le boulot, il dit pas ça. Fragrantica. Ah, non. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis là aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. Oh, une pure merveille, c'est incroyable. Je sais plus, je m'en souviens plus. Waouh. Oh là là, oh mon Dieu. C'est un parfum de femme. C'est pour ça que c'est blanc, hein, parce que si c'est mix, c'est noir. Hein. Mix ou homme, c'est noir. J'en ai quelques parfums hommes que j'arrive pas à mettre parce que c'est trop homme. Enfin, c'est trop profond, enfin, trop homme, quoi. Fragrantica. Laissez-moi voir ça. Marley et Rhode. M'excuserai, j'aurais pas le temps de monter la vidéo avec incrustation d'images et tout, j'aurais pas le temps. C'est tabac, vanille, épicé chaud, cannelle, ambre, sucré, boisé, musqué, poudré, balsamique, baumé. Ça a l'air pas mal. En note de tête, vous avez la cannelle et des pepperwood. Pepperwood, c'est du bois. Qu'est-ce que c'est le pepperwood? Attends, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ce pepperwood? C'est des notes naturelles et des notes de synthèse qui donnent une odeur épicée, poivrée, de fraisier, de rose et balsamique. Voilà, c'est ça le pepperwood. Pepper, c'est poivre piquant. Et wood, c'est le bois. Note de cœur, feuilles de tabac, de l'encens, de l'osmanthus et du cyste ou de la cyste. En note de fond, vous avez la vanille, de l'iso-super, du cèdre, du musc, de l'huile essentielle de cypriole, du vétiver et de l'ambre. Donc, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça qui donne ce côté. Waouh! Mais on dirait, vu comme ça, on dirait ce profil-là, il est atypiquement, enfin atypique, il est typiquement masculin. Parce qu'il y a du cèdre, vétiver, ambre, feuilles de tabac, de l'encens, mais il est beau, il est pour, il est pour femme, bien qu'un homme peut le mettre, mais il est beau. J'ai pris à 50 ml. Il y a très longtemps, j'avais profité des super promotions. En été, quand il y a les moins 70%, j'ai tout raflé. Donc, voilà, j'avais tout raflé, j'avais beaucoup, il y en avait pas mal qui n'ont pas été bons, mais sinon, c'est du super, c'est de la super qualité. Donc, à quoi il ressemble? Attends, je vais vous montrer la bouteille, comme ça, vous me direz si vous le connaissez ou pas. Voilà, Eau de parfum de Marley, vous voyez, les notes, voilà les notes. Et à quoi il ressemble? Il ressemble à quoi? Ce parfum me rappelle Divine Vanille de Essentiel Parfum, Maison Alhambra Hercule, mais je connais pas tout ça, Radical Brown, Armaf. Ah ouais, il ressemble quand même beaucoup au parfum dubaïen. Même celui-là, c'est un dubaïen. Autobiographie, la collection autobiographie. Tobacco Vanille. Oui, il a ce côté fleuri, tabac, comme ça.
Et ce parfum, bah, Naxos, non, pas trop, non. Layton peut-être, voilà, tobacco vanille. Mais non, il n'y a pas de vanille tabac là-dedans. C'est plus hyper fleuri. C'est floral, je sens le côté floral. Oui, c'est plus féminin que masculin. Sucré et floral. Tabac sec sur la peau. Au départ, enveloppant et content. Vanille légèrement sucrée et boisée pour adoucir ce côté rugueux de tabac. Ah bah, la tenue est moyen. Le vrai, hein, je parle. Voilà, donc il est en train de pleuvoir dehors. Genre, bah, ça fait 2 jours qu'il pleut, il y a beaucoup de vent. Je vais voir la météo. Je vais voir la météo, combien tu es là, c'est la météo. Parce que là, ça commence à être long, mes chéris. Hein. Oh, pleut tout le temps comme ça, là, c'est pas cool, quoi. Beaucoup de vent. Bon, le vent va se calmer demain, mais c'est pas évident, hein. Ouais. Alors, demain, encore beaucoup de pluie. Franchement. Vendredi, il pleut encore. Samedi, dimanche, il continue à pleuvoir. Lundi, il repleut. Tout petit peu. Bah, écoutez, bon, ça va, s'il pleut, c'est qu'il gèle pas, quoi. Mais voilà. Il faut attendre le 21 février pour voir. Ouais. Attention, le jeudi, il fait 1 degré. Le jeudi 19, hein, la semaine prochaine, il fait 1 degré, il gèle. Vendredi, il gèle. Samedi, il gèle. Dimanche, il gèle. Enfin bref, toute la semaine d'après, il gèle. Jusqu'à la fin du mois, il gèle. Il gèle du milieu à la fin du mois. Donc, si vous avez vu un peu de soleil, si vous avez vu un peu d'humidité, et que si vous avez senti un peu de fraîcheur, et que si l'envie vous prend de planter des pieds je sais pas, d'haricots verts, de tomates et autres, non, c'est fini. Non, il faut pas commencer par là. Au pire, vous pouvez mettre sous tunnel, mais encore, va faire froid. Et puis voilà la météo. Alors, franchement, ce parfum-là, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que je ne sens pas le tabac. Je ne sens pas le tabac du tout, je sens un parfum fleuri. Peut-être un peu de tabac, mais je le confonds avec de l'encens. Vous voyez? Mais il est beau, hein, il est super beau. Si je le mets, je le porte sur moi, il est très original. C'est le Harrod, le Marley Hérode. Marley Hérode, vous pouvez retrouver sous le 770. Ouais, c'est cool. Oh là là. Alors, j'ai mis un autre parfum de chez Chauby que j'ai pas aimé du tout. Bah, je vous en parlerai dans 2 ou 3 mois parce que là, je vous en parlerai dans 3 mois. Peut-être que ça aurait changé, ça aurait macéré, ça aurait mûri, etc. Mais pas pour l'instant là, non. J'ai décidé de continuer la lecture des 100 contes et légendes du Vietnam, offert gentiment par notre Sylvie bien-aimée. Merci beaucoup Sylvie, hein, je ne le répète jamais assez. Alors, cette fois-ci, vous allez rire. Parce que moi, la première fois que j'avais lu cette histoire, c'était il y a très longtemps. Et c'est super génial comme quoi le Vietnamien, il peut être malin. Il peut être malin, il peut être paresseux, partisan du moindre effort. Et il peut tromper, mais tous, hein, tous. Oh là. Attendez, je suis en train de regarder aussi un truc. Oh. Il y a de la promotion, sur Yves Rocher. Moins 65% sur un parfum qui s'appelle Verte Envolée. Quoi? Eau de parfum femme. Eau de parfum femme. Et il y a des promos. Hein.
Il y a des promos, bon, ça reste quand même cher, mais verte envolée, c'est mis à combien? Arrête. Nouveau pack. Ah, non, non, laisse tomber. C'est cher. Bref, c'est cher pour moi, hein, en tout cas, parce que moi, je prends pas plus de 25 euros, voire 30 euros, mais il faut que ça soit de la qualité. Je sais, les parfums Yves Rocher sont de très bonne qualité, excellente, mais j'en ai eu beaucoup. Voilà, donc on va continuer une histoire prise comme ça au hasard au fil des lectures. Oui. Alors ça s'appelle le gendre aveugle. Il était une fois un jeune homme aveugle depuis son enfance, mais qui s'employait avec brio à cacher sa cécité. Comme il avait le regard vif et réponse à tout, enfin le regard vif, enfin, le regard vide, vif, et réponse à tout, personne ne se doutait qu'il n'y voyait goutte. Un jour, il suivait ses camarades pour assister à un spectacle de théâtre dans un village voisin. La nuit tombée, ils furent dispersés, chacun partit de son côté, oubliant l'aveugle sur place. Il dormit sur un coin de la scène et se réveilla alors que midi pointait. Il marcha au hasard, droit devant lui, et longea une grande maison où se tenait une réception. Il fit mine d'être un habitué du coin, et au vu de sa prestance, on le laissa entrer. Il se mêla aux invités et explora les lieux en tâtonnant un mur. Le propriétaire de la maison, intrigué, lui demanda ce qu'il cherchait. Sans se démonter, il répondit « Rien, je prends juste des mesures pour voir si votre maison est aussi grande que la mienne. » Et alors, laquelle est la plus grande? Oh, les deux se valent. Le propriétaire se dit que ce jeune homme était certainement un fils de bonne famille et le convia à se joindre au banquet. Cela tombait à pic, il mourait de faim. On l'installa devant un plateau rond pour 4 convives. Mais comme il était placé devant le plat de légumes, il ne put picorer que ce plat avec ses baguettes. Le propriétaire s'en étonna. « Pourquoi ne vous servez-vous pas de viande et de poisson? Oh, j'ai l'habitude de manger ainsi, surtout ne pensez pas que je fais des manières. » Le propriétaire se dit que cette frugalité dénotait un caractère économe, de bon aloi. À la fin du repas, l'aveugle se leva et sortit se promener dans le jardin qu'il repéra au gazouillis des oiseaux. Marchant à tâtons, il buta contre un râteau dont le long manche heurta son front si fort qu'il en tomba assis. Tout endolori, il sentit sous sa main un maillet avec lequel il tapa sur le râteau pour calmer son dépit. Attiré par le bruit, le propriétaire lui demanda ce qu'il faisait. « J'ai vu que le manche de ce râteau était décroché, je me suis permis de l'ajuster. » Alors le propriétaire pensa qu'en plus, ce jeune homme était du genre à ne pas rechigner à la besogne. De bonne famille, bien élevé, économe, travailleur, que demander de plus? Il se dit que sa fille aurait intérêt à épouser un gars de cette trempe. Alors, quand le jeune homme fut sur le point de partir, il vint lui parler à l'oreille. « Je vous ai observé et je peux dire que je vous apprécie. Êtes-vous marié? Sinon, je ne serais pas mécontent de vous donner la main de ma fille. Je suis même prêt à tout prendre en charge. » Oui. De retour chez lui, l'aveugle pressa ses parents de préparer le bétel et l'arec pour la demande en mariage qui se déroula à la perfection. Le bétel et l'arec, il y a aussi une légende liée à ces deux plantes.
légende qui symbolise la perfection et la fidélité entre deux époux. Donc, il pressa ses parents de préparer le Bétel et la Rec pour la demande en mariage qui se déroula à la perfection. La seule condition étant que le jeune homme promis se soumette à la coutume de faire le gendre et aille vivre chez ses beaux-parents. Oui, parce que les beaux-parents n'ont pas de fils. Peut-être, c'est pour ça qu'ils exigent que le gendre aille vivre chez ses beaux-parents. La première épreuve du nouveau gendre fut de participer au labourage des rizières. Par chance, la belle-mère conduisait les buffles. Elle l'emmena sur la portion de terrain à labourer et s'en fut travailler de son côté. La rizière étant bordée d'un talus, le gendre parvint à labourer la bonne surface, mais vers la fin, il rasa par mégarde un bout de talus et empiéta sur la rizière du voisin. Quand la belle-mère vint l'appeler pour la pause de midi, elle s'exclamait « Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as labouré chez le voisin ?» Mais il répondit sans vergogne « Mais pas du tout. J'ai vu que le talus était trop bas, alors j'ai labouré des deux côtés afin de récupérer de la terre pour le rehausser. Et la belle-mère ne trouva rien à redire. Après avoir bien mangé, le gendre voulut se désaltérer, mais trébucha et tomba au fond du puits. Il prit son mal en patience en barbotant. Son épouse, quand elle vint puiser de l'eau, fut bien surprise de voir son mari au fond du puits. Elle s'écria « Mais comment t'as fait pour tomber dans le puits? Mais où avais-tu la tête ?» Il répondit du tac au tac « Je ne suis pas tombé. J'ai vu qu'il y avait plein de mousse accumulée contre la paroi et je suis descendu pour la nettoyer. Mais pourquoi t'as pas pris l'échelle? Mais pas le temps. J'étais pressée. C'était plus facile de me laisser glisser le long de la paroi. À présent que j'ai enlevé toute cette sale mousse, sors-moi d'ici car je commence à fatiguer. » Toute la famille admira son ardeur au travail. Peu de temps après, un jour que son épouse était absente, la belle-mère prépara le repas. Elle posa une assiette de riz gluant à l'intention de son gendre sur un plateau et continua de s'affairer en cuisine. Avant que le gendre n'ait eu le temps de se servir, le chien de la maison engloutit sa part de riz d'un gros coup de langue. Lorsque la belle-mère se retourna et qu'elle vit l'assiette vide, elle s'exclama « Mais t'as déjà tout mangé? Veux-tu une autre assiette ?» Le gendre devina que le chien avait gobé sa part de riz. Furieux d'avoir été pris de vitesse par ce misérable animal, il répondit néanmoins comme si de rien n'était. « Merci, mère, vous m'en avez assez donné. » Un autre jour, l'épouse dut encore s'absenter. La belle-mère prépara le repas. L'assiette de riz du gendre était prête, mais cette fois-ci, il veilla à ne pas se faire doubler par le chien. Lorsque la belle-mère posa une autre assiette sur le plateau, le gendre, croyant avoir affaire à l'animal, voulut lui flanquer une tape sur le museau, mais gifla par mégarde sa belle-mère. Sur ce, l'épouse franchit la porte et demanda ce qui se passait. Le gendre avait compris sa méprise. Reposant calmement ses baguettes, il se tourna vers sa femme et lui dit sur un ton mais solennel. Selon nos traditions ancestrales, seule l'épouse a le droit de servir avec respect le riz à son mari. La dernière fois, mère a mal agi en me servant, mais je n'ai rien osé dire. Cette fois-ci, je ne pouvais de nouveau la laisser faire. Je vous prie de me pardonner, mère, mais c'est vraiment un contre-cas que je vous ai repoussé. De cette sorte, il est clair que tout motif de suspicion a pu être écarté. » À ces mots, la belle-mère rougit de confusion et l'épouse se tut. Voilà. Quand le beau-père fut informé de l'histoire, il se répandit en compliments sur son gendre. Il dit à ses voisins « Moi, je réalise qu'en plus, mon gendre se conduit dans les règles de l'art. Tout ce qu'il fait est conforme aux convenances d'usage et à nos rites ancestraux. » Une autre épreuve se présenta. Le beau-père organisait une expédition en forêt afin de ramener du bois pour en faire une charrue de labour. Le gendre se faufila au milieu de la file des porteurs afin d'éviter de se cogner un arbre.
mais sentant qu'à la longue il ne tiendrait pas la route, il poussa un cri de douleur et roula par terre en se plaignant d'un atroce mal de ventre. On le porta à la hâte dans une cahute au bord du chemin pour qu'il s'y repose, pendant que ses compagnons ramèneraient le bois au village. Voyez. Le lendemain, 2 hommes à cheval vinrent à passer. Le gendre se mit à geindre suffisamment fort pour être entendu. Les cavaliers s'arrêtèrent. Le gendre gémit encore plus fort. « Pauvre de moi, je dois tailler une charrue pour mon patron, mais j'ai à peine eu le temps de commencer. J'ai mal au ventre et souffre le martyre. » Mais voulez-vous qu'on vous aide à rentrer, hein? Si vous pouvez m'aider à finir mon travail avec des haches que voilà, ce serait mieux, sinon mon patron me supprimera mes gages. Et comment pourrais-je nourrir mes pauvres enfants? Quant à mon mal de ventre, il finira bien par guérir un jour. Aïe, aïe, aïe. Alors, pris de pitié, les 2 hommes, par chance, de robustes gaillards, taillèrent rapidement une charrue et s'en allèrent, contents de leur bonne action. L'instant d'après arriva l'épouse, chargée de victuailles et d'onguents contre la colique. Son mari ne l'entendit pas approcher, voyant qu'il regardait dans sa direction sans réagir, mais elle lui fit des reproches. « Mais es-tu aveugle ou bien fâché contre moi? Parce que si tu m'as vu et que tu fais comme si je n'existais pas, c'est pour l'une ou l'autre de ces raisons. » Mais l'aveugle se défendit avec véhémence. « Mais que vas-tu penser? Je t'ai vu arriver, mais je venais de finir de tailler la charrue et j'admirais mon œuvre. Ah c'est pourquoi je n'ai pas réagi. Pourquoi serais-je fâché contre toi? » Alors les soupçons de la femme s'évanouirent. Le beau-père ne tarit pas d'éloges sur la superbe charrue que son gendre lui avait taillée malgré sa colique. Les épreuves du gendre prirent fin de manière inattendue. Le beau-père fêtait son anniversaire. On avait sacrifié le gros buffle sur le banquet. Alors là, c'est un banquet, quoi. Le gendre trônait parmi les convives groupés par 4 autour des plateaux ronds. Pour ne pas perdre une miette de sa part de buffle, il suggéra: « Chaque plateau ne présente que quelques mets. Si nous les échangions d'abord, ce serait tout aussi bon. Et chacun de nous mangera sa part entière. Ce sera bien plus pratique. » Il faut mélanger. Alors les 3 convives se rangèrent à son avis. Le gendre porta goulûment son bol à la bouche et avala trop vite un délicieux morceau de buffle qui lui resta en travers du gosier. Ne pouvant le recracher, manquant de s'étouffer, il s'efforça de l'ingurgiter, tant et si bien que les larmes lui jaillirent des yeux. Soudain, par miracle, il recouvra la vue. Il se dirigea vers la tablée des femmes, impatient de voir à quoi ressemblait son épouse, se demandant comment la reconnaître. Alors lui vint cette dernière ruse. Il feignit d'être saoul et marcha en titubant, s'agrippant à pleine main à chaque femme à sa portée. Ce qui piqua la jalousie de l'épouse. Afin de prévenir d'autres gestes déplacés, elle se précipita pour le guider dans la chambre conjugale qui couche là. Alors seulement le mari découvrit le visage de son épouse, et ce qu'il vit fut loin de lui déplaire. Le fait d'être aveugle n'empêche pas ce jeune homme astucieux de profiter des arts du spectacle, comme les représentations des théâtres ambulants, vous savez, au début de la scène, qui transmettaient un riche répertoire des contes et de récits légendaires prônant de hautes vertus morales. C'est aussi un amateur de bonne chère et surtout un partisan du moindre effort. Il mobilise toute son intelligence pour trouver une épouse et sauvegarder son mariage, non content d'appâter son futur beau-père en se donnant des apparences du genre idéal. Il réussit à se faire passer pour un dur à la tâche, sachant au besoin feindre d'être plus mal pour échapper aux corvées. Enfin, il sait parfaitement détourner en sa faveur les préceptes de la morale confucéenne, en faisant mine de leur accorder une importance capitale. Le comique réside dans l'immoralité de la confusion. Une gloutonnerie de ce genre lui vaudra de retrouver la vue et de conforter définitivement un statut enviable. Les portraits de gendres soignés sont plus roués que leur beau-père, tournent en dérision une vieille coutume abusive, susceptible de conduire à l'exploitation de personnes en situation de faiblesse. Il semble même que sous prétexte de se moquer des profiteurs,
en les faisant passer au rang d'exploiteurs à celui d'exploité. C'est la société complice des excès qui soit visée. La saveur de ces contes réside dans les moyens déployés par les gendres pour s'émanciper et passer de l'état de dépendance à celui d'autonomie. Leurs efforts inouïs soulignent le prix qu'attache l'être humain à la nécessité de constituer une nouvelle cellule familiale garante d'une descendance qui perpétuera sa lignée. Voilà l'histoire du genre aveugle. Voilà. Après, il y a une autre histoire de genre, mais je vous raconterai plus tard les histoires de genre. Il y a aussi les marieurs, les prétendants, les princesses prétentieuses. Dans la campagne vietnamienne d'autrefois, très peu savaient lire parce que la langue vietnamienne avant l'instauration de Quốc ngữ, c'est-à-dire avant l'instauration des lettres, des caractères vietnamiens modernes, c'était très compliqué, c'était sous la domination des Chinois pendant 1000 ans, un peu plus. Donc tous les Viet parlaient chinois et écrivaient chinois. Ils devaient écrire chinois et la langue chinoise extrêmement difficile, c'est des caractères, c'est pas avec des lettres modernes. Par la suite, Alexandre de Rhodes était venu sur les terres de Vietnam et avait vu ça, avait vu que c'était tellement compliqué. Donc il avait proposé de remplacer les caractères chinois en caractères latins. C'est pour ça que le vietnamien aujourd'hui s'écrit avec 26 lettres de l'alphabet, il y en a 26. En France, il y a 24, mais au Vietnam, il y a 26. Et avec des sons monosyllabiques, mais avec énormément d'accents, c'est-à-dire plus aigus ou moins aigus, très très graves. Voilà à peu près, hein, parce que ceux qui détenaient le savoir, c'était des moines. Bah oui, parce qu'ils étaient formés par... c'était eux qui formaient les conseillers du roi, les différents empereurs. Et c'était eux aussi qui enseignaient au peuple les vertus, le bouddhisme, etc. Les sutras bouddhiques et tout ça, c'était eux qui savaient lire. Et ensuite, ils ont formé des rois. Et les rois aussi formés. Et après, celui qui sait lire ou écrire, c'est des grands lettrés, en fait. C'est des mandarins, des grands lettrés. Petit à petit, les empereurs ou les successeurs ou les rois du Vietnam avaient instauré, vous savez, des concours de lettres pour recruter parmi le peuple les meilleurs lettrés, les fins stratèges pour les aider à gouverner le Vietnam et ensuite pour les aider aussi à fortifier tout le royaume du Vietnam et à contrer les attaques des Chinois. Mais la langue parlée est extrêmement variée parce qu'on véhicule la manière de vivre, les contes, on enseigne la vertu, on enseigne tout ce qu'il y a de bien pour qu'un peuple soit cultivé par les chansons, par les comptines et surtout par les troupes ambulants, les troupes des ambulants qui parcourent de village en village, de ville en ville pour chanter, pour reproduire les grandes scènes historiques, pour que le peuple viet n'oublie pas qu'il y a dans l'histoire énormément de faits marquants. Voilà pour la civilisation viette, en tout cas de ce que j'ai appris. Aujourd'hui, les Vietnamiens, quand vous allez au Vietnam, c'est plus du tout le même esprit, évidemment, parce qu'après 75, tout a été destroyé, tout a été massacré. Quand le peuple a faim, il commet des... Quand le peuple n'est plus alimenté par la culture, il devient violent.
il devient violent, il devient irrespectueux envers l'étranger. Il n'y a plus cette notion d'hospitalité, il n'y a plus rien, donc ça sombre de plus en plus dans ce qu'on appelle le désordre. Et bien sûr, voilà ça. Mais je suis contente de pouvoir me remettre la main sur les contes et légendes écrits en vietnamien par une Viette ou un. Non, Lam Thi Lang, c'est une. Ouais, c'est une. Lam Thi Lang. Lang, c'est l'orchidée. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Le genre aveugle. Demain, on va lire les 3 prétendants. Ou un autre conte. Ou alors le début des débuts. Oh. La jeune femme de Namso. Oui. Oui. La jeune femme de Namso. Oui. C'est très très beau. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusque-là. Dites-moi si vous connaissez le Hérode de chez Marly. Il est beau, hein? Il est vraiment très très beau. Il est plus féminin pour moi que masculin. Un début alcoolisé comme ça, avec des touches de vanille. Un peu de tabac, je sens beaucoup de tabac. Je sens pas beaucoup de tabac justement. C'est pas mal. C'est pas mal. Numéro 770. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous.